And I would make a few guidelines. You have to distinguish between what you know, what you saw, and what you heard. You have to be patient and give us all the details possible. That is the first time. Secondly, we don't have a great deal of time, so sometimes I will ask you to give us details, and sometimes I will raise up my hand to indicate that it's time to stop and move on to something else. That way we can save time. Answer, yes. Yesterday, the judge asked you a few questions about your date of birth and so on. Now, can you tell us your level of education? Answer, I dropped out in secondary school. Question, and did you undergo any professional or technical training later? Answer, yes. Question, which one? Answer, I did training in computers, but I did not complete it. Then I did some training in electricity and building construction. Question, it was not asked, this question was not put to you yesterday, but what is your religion? Answer, I am a Christian. Question, let us now talk about the year 2002. You know that in that year there was an attempted coup d'etat. Were you still a student during that time? Answer, in 2002, I was in the 3e class, 4th year secondary school. Question, we are going to talk about this attempted coup later, but subsequently, what did you do? Did you take part in any activity within a particular organization? Answer, yes. In 2002, and specifically in November, there was a group of young people whose purpose was to support the defense and security forces to fight against the rebellion that had broken out in 2002. Question, you would have noticed that I'm observing a pause, but that is for translation. I was already intervening, saying that my recommendations were not heard. Was I already too fast, Your Honors? I apologize for that. Yes, okay. But also the witness was too fast in responding. So, please. D'accord. Question, very well. Mr. Witness, can you tell us whether this group of young people had a name? Answer, initially in 2002, there were no names. We were referred to as the Young Runners because we jogged through the various communes in Abidjan. It was later on in 2003 that there was the name GPP, that is the Groupement of Patriots for Peace. Les jeunes coureurs. Question, the young runners that you have just mentioned, who organized them? Answer, the young runners was Charles Goudet, but the person who was in charge of training was Zach Bayou, who was a soldier in the regular army. Alors, vous nous avez donné deux noms, et pour les fins de la rédaction, je vais juste vous demander de les épeler. Le premier, c'était Charles Grosguet. Alors, pouvez-vous nous épeler son nom de famille? Answer, yes, correction. It was Grosguet, not Goudet.
and it is G-R-O-G-U-H-E-T. Question. And the second name was Zach Bayou. Can you spell it out for us? Answer: Z-A-G-B-A-Y-O-U. Your Honors, I don't see the French transcript moving at all. I'm not sure if we can continue or... I see the English transcript moving, Okay. so I don't know about the French transcript. It It now okay? came through. Yes. It's okay. Thank you. Thank you. Alors, commençons avec... Question. Let us begin with Charles Gros-Guillet. Who was he? Answer: Charles Gros-Guillet was a former member of the FESI who was close to Mr. Charles Blé Goudet. Question. And what was his precise role? What did he do? You have said that he organized the young runners or joggers. What did he do specifically to bring these people together? Answer: we, in the beginning, were young civilians, and we had to be militarized so that we should have knowledge of weapons handling. Charles Gros-Guillet was the link between the political leaders and ourselves. He was the president of the group, which was a civilian group. Question. You have said that he was the link or the bridge between you and the politicians. And who are you referring to? Answer: he was the link between us and Charles Blé Goudet. Question. And how did you come about knowing that? Answer: Gros-Guillet had members of his close protection, and when he went anywhere, he went with them. So he went to meet with certain authorities, including Blé Goudet. There are two amongst them who told me that he met with Mr. Charles Goudet, Bailly Tapé Donald and Michel Oye. Question. You have said Bailly Tapé Donald. I got. Question. And the second answer, the second is Auré Michel. Question. Auré, answer yes. Question. Can you spell it? Nyaka Auré. That's N-Y-A-K-A. And Auré is O-R-E, Michel. Et donc, ces deux individus étaient... Question. So these two individuals were members of the close protection of Charles Blé Goudet? No, Charles Gros-Guillet. Question. Yes, of course. I'm sorry, Charles Gros-Guillet. Now, let us come back to the role of Charles Gros-Guillet. You said he had to militarize the young people. Can you tell us precisely what he had to do? Answer. He was the president, and we were a group of young civilians. The name GPP
did not exist at that time, and we were simply referred to as the young runners. So as the president, he was the one who organized us, who was responsible for recruitment. He would bring foodstuffs during the training. He provided support during our training and when we stayed in the camp or at base. Question: approximately when did that training start? Answer: the training started in October. I joined the group in November. So there was Zach Bayou and other soldiers of the regular army who were responsible for the training. The training took place near the base at the Cité Verte. So, and there was also open air training in a square in Yopougon. Ah, pardon. It's Figasso Square. Il y a un mot qui manque dans votre réponse. Question: there is a word lacking in your answer. You said that he provided resources, first aid resources for you, and you mentioned that it was at your base or camp. Answer: yes. Question: now, before going into the details of your camp and your training, let me come back to what you said a short while ago. You said he was the link between the politicians. You mentioned one named Charles Blé Goudet. Were there other individuals? Answer: there was Eugène Jouet, Jean-Yves Dibopieux, Answer: during that time, what was the role of those individuals? Answer: these people were active members of the young or the youth wing of the FPI, who subsequently became what was known as the Galaxie Patriotique. Question: very well. Did you actually see those individuals during your training? Answer: during the training, when we were doing physical exercises in the Place Figaro, those people came to encourage us in our war effort to fight against the rebellion. So they came to congratulate us for our patriotism. Question: amongst those who came to congratulate you, who did you personally see? Answer: there was Mr. Charles Blé Goudet, Jean-Yves Dibopieux also. Question: you have mentioned Place Figaro. Can you spell that, please? Answer: F-I-C-G-A-Y-O. Line 21, where it says inaudible. So we have it now. Et cette place Figaro? Question: and the Place Figaro, or
of Figayo Square. Which commune was it in? Answer: in Yopougon commune. Question: you have told us that it was in dans quelle partie de l'année 2003? Initialement, c'était en mars. Dans quelle partie de l'année 2003? Initialement, c'était en mars, le 23 mars 2003. Pour cette dénomination, ça a été donné suite à une conclave entre les leaders de la Galaxie patriotique, Charles Goudé et Jean Dué, Toupieux, les membres de la Galaxie patriotique. Charles Goudé ont décidé de donner le nom de groupement des patriotes pour la paix. Est-ce que vous êtes toujours formé à la place Figayo, ou bien est-ce qu'il y avait d'autres lieux de formation? À partir de 2003, on nous a envoyé ici une ligne de front. C'est une ligne de front. C'est les forces de défense et de sécurité. Et à notre retour, nous étions cantonnés à Djamena. Quelle partie de l'année 2003 êtes-vous allé au front? Et pour combien de temps à peu près? Un mois. Et c'était où ce front? Nous nous envoyé à Mbayakro et ensuite le front Ouest Abigo. Le premier front, c'était Mbayakro. Est-ce que vous pouvez l'épeler, s'il vous plaît? M, apostrophe, E, A, H, I, A, K, R. Et le deuxième, c'était Giglo, c'est ça? Your Honours, I don't know if... Monsieur le Président, je ne sais pas si je suis le seul, puisque j'écoute en français. C'est Maître Rocher. J'ai quelques difficultés à entendre ce que dit le témoin. Je ne sais pas si je suis le seul ou pas. Le Président, je ne sais pas, car j'écoute personnellement en anglais. J'aimerais demander à l'huissier de bien vouloir réajuster les micros, et je demanderai également aux témoins de bien vouloir parler un peu plus fort et peut-être un peu plus lentement et plus clairement, si vous pouvez. Si vous pouvez faire ces trois choses, ce serait très utile. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la relation entre... En fait, tout d'abord, Charles Grosguet en tant que tel, était-il un membre de la FECI? J'étais un ancien membre de la FECI et aussi de la jeunesse du FPI aussi. Et savez-vous quelle était sa relation avec
avec les membres de la Galaxie patriotique? Il en faisait partie. Et savez-vous, bon, il faisait partie de la Galaxie patriotique. Comment savez-vous cela? Puisque nous, nous étions ces éléments. Donc, on connaissait ses affiliations. Lorsque vous avez rejoint le GBP, est-ce que vous aviez un rôle ou un rang quelconque? Oui, en ce moment, j'étais soldat de rang. Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette formation? Vous avez mentionné le nom de Zach Bayou. Ça consistait de quoi, cette formation? Formation, c'était nous inculquer la discipline militaire, puisqu'on devait travailler aux côtés des forces régulières, des forces de défense et de sécurité. Donc, la discipline militaire, le maniement des armes et il y avait le déplacement tactique. Quel genre d'armes est-ce qu'on vous a formé à manier? Et le AK-47. Maintenant, Zach Bayou, il était qui exactement? Zach Bayou, c'était un militaire, c'était un caporal-chef de l'armée régulière. Est-ce que c'était le seul formateur ou y en avait-il d'autres? Il y en avait d'autres, mais c'était, comment dire, c'est lui qui était chargé du cantonnement, parce que Zach Bayou était en même temps aussi au GPP, il avait le grade de colonel. Le premier cantonnement était sous son commandement. Ça, c'était à Djamé, n'est-ce pas? À la Cité Verte. Et à quelle fréquence est-ce qu'il venait vous former? Au départ, d'abord, au tout début, il y a eu la phase d'abord de recrutement. On faisait les exercices à la place Figaro pour voir nos aptitudes physiques, si on était aptes à suivre la formation d'abord. Et c'était comme un tri. Et la formation même, à proprement dit, se faisait à la Cité Verte. Voilà. C'était un peu reculé de l'habitation. Donc la formation en tout a fait 1 mois. Et suite à votre retour du front, avez-vous continué à être formé? Et on faisait ce qu'on appelle des recyclages. Et administré toujours par des membres des forces de défense et de sécurité. Donc, on vous inculque la discipline, le maniement des armes. Et la troisième chose que vous nous avez dit, c'était... Le déplacement tactique. Est-ce que Groguet a été remplacé à un moment donné? Oui, Groguet a été remplacé par Touré Moussa, alias Zegen. Et vous rappelez-vous quand?
Zegan a remplacé Grogué à partir de 2003. Donc, Touré Moussa était donc dès ce moment-là le chef du GPP? Le président. Et est-ce qu'il était le seul à gérer le GPP? Non. Touré Moussa était le président et il y avait un chef d'état-major qui était Jean-François Kouassi, alias général Jeff Fada. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce rôle de Jeff Fada en tant que... Vous avez dit qu'il était chef. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce rôle de Jeff Fada en tant que... Vous avez dit qu'il était chef D'état-major. d'état-major. Quel était son rôle? Overlapping speakers. Vous parlez en même temps. Son rôle en d'organisation, c'est-à-dire il était le lien entre l'état-major des armées de Côte d'Ivoire et nous. Donc tout ce qui touchait au volet militaire du GPP était sous la direction de Jeff Fada en tant que chef d'état-major. Vous nous avez dit qu'il avait le rang de général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment et pourquoi le GPP utilisait ce genre de rang? Que le GPP était un groupe paramilitaire. Parce que notre lutte n'était pas politique, mais était plutôt militaire. Parce que nous étions des suppléants aux forces de défense et de sécurité. Donc voilà pourquoi on avait des galons militaires. Vous nous disiez que Jeff Fada s'occupait de tout ce qui était volet militaire. Alors pouvez-vous nous expliquer exactement qu'est-ce que cela impliquait, ce volet militaire? Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Lorsque les forces de défense et de sécurité avaient besoin de nous pour les appuyer sur certaines missions, c'était lui qui transmettait directement les ordres au commandant des différents escadrons afin de réquisitionner les éléments. Et aussi, lorsqu'on avait des besoins, que ce soit en équipement ou soit en vivres, c'est lui qui s'adressait directement à notre interlocuteur auprès de l'état-major des forces de défense et de sécurité. C'était qui cet interlocuteur? C'était le colonel Sako. Savez-vous son prénom ou... Bon, Le colonel Sako, il était établi où? à l'état-major. Vous nous avez dit c'est l'état-major des armées. Des armées. Est-ce que Jeff Fada avait un bureau? Oui, il avait un bureau à l'état-major. Une annexe du GPP. Et l'état-major était établi dans quelle commune? Dans la commune du Plateau. Est-ce que vous, personnellement, vous avez été à ce bureau? Non, non, non. J'ai eu l'occasion.
Maintenant, vous nous avez parlé de la formation et du recrutement. Qui étaient les autres recrues, les autres membres du GPP? Ils venaient d'où? C'était qui? Les membres du GPP étaient des jeunes, comme on dit au départ, des jeunes qui, dans un élan de patriotisme, ont décidé de se joindre aux forces de défense et de sécurité afin de faire face à la rébellion qui était née le 19 septembre 2002. Donc c'était des jeunes de différents horizons, différentes appartenances ethniques, mais qui en tout cas soutenaient le pouvoir qui était en place, le régime démocratiquement élu d'alors, qui était le régime du président Gbagbo. Savez-vous approximativement quel était le groupe d'âge de ces jeunes? Il faut avoir 18 ans minimum. Et être en bonne santé physique. Le bureau du GPP, qui était à l'état-major des armées. Monsieur le Président. Maître Bougnon. Alors, à la page 15, ligne 4, le témoin dit oui, il y avait un bureau, une annexe du GPP. Donc, monsieur le témoin, à quoi servait, savez-vous à quoi servait ce bureau? Puisque on avait des cartes, nos cartes du GPP qui nous servaient aussi de laisser passer et seulement aussi qui nous permettait de nous identifier. Et prendre aussi, on avait aussi l'autorisation en ce moment de prendre, d'utiliser les transports publics gratuitement. Donc ces cartes-là étaient établies et le listing était transmis à l'état-major. Ces cartes-là étaient connues des forces de défense et de sécurité. Donc cette annexe-là, ça permettait à Jeff d'être au contact puisque la crise était encore fraîche et il était beaucoup plus en contact presque permanent avec l'état-major pour mieux coordonner nos actions. Je vous demanderai, lorsque vous parlez d'état-major, de faire... État-major des armées. Oui, de faire la distinction. Overlapping. Le Président, les orateurs parlent en même temps. Le temps de nous interpréter tous les deux, on ne peut pas parler en même temps. Excusez-moi. Oui. Juste pour aller un petit peu dans la chronologie, donc on avait Charles Grosguet, Zegen Touré, Moussa Touré. Jusque quand est-ce que Touré Moussa était à la tête du GPP? Touré Moussa était à la tête du GPP jusqu'à ce qu'il y ait un bicéphalisme à la tête du GPP. À partir de 2008, il y a, à la suite duquel Bozo Yokoyoko Bernard est devenu le nouveau président du GPP. À partir de Bozo a été reconnu officiellement en tant que président du GPP en 2009. Alors vous avez dit Boiseau, Yokoyoko, Bernard.
Pouvez-vous épeler le nom de famille Boiseau? B, O, U, A, Z, O. Donc, il a été reconnu officiellement en 2009. En 2010 et 2011, durant la crise post-électorale, est-ce qu'il était toujours à la tête du GPP? Oui, oui. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de M. Boiseau avant d'entrer au GPP. Que faisait-il? Quelles étaient ses activités? Avant d'entrer au GPP, Boiseau était directeur d'un journal, d'un quotidien, les Dessagnon. Il avait aussi une imprimerie basée à Djamé, 220 logements. Il était membre du FPI. Et vous nous avez dit qu'il était reconnu officiellement en 2009, mais en quelle année est-ce qu'il a rejoint le GPP? Boiseau a rejoint le GPP à partir de 2005. En 2005, il a créé une unité au sein du GPP. Ça s'appelait le premier de 2005. Il a créé une unité au sein du GPP. Ça s'appelait le premier RPC, premier régiment des paracommandos. Dont il était Niabéi Roger, qui était son adjoint, qui était chargé de la formation de ces éléments-là. C'était du premier RPC. Et ces éléments-là étaient basés par la suite à Yopougon, sur mon carrefour Sable, dans un bâtiment en construction qui normalement devait être attribué à des enseignants de Côte d'Ivoire. Vous avez dit Yopougon Sable, c'est Oui. ça? Vous avez parlé de bicéphalisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a mené à ce bicéphalisme? D'abord, parce que sous la présence des Zegen, de Moussa Zegen et de Jeff, il y avait vraiment les éléments, beaucoup d'indiscipline dans nos rangs. Et aussi, il y avait la presse nationale et internationale qui faisait cas de certaines actions commises par le GPP. Et Boiseau trouvait que cette approche-là décrédibilisait notre organisation. Il fallait une approche un peu plus disciplinée, un peu plus discrète, un peu plus discrète. Et Boiseau, 2005, a créé le premier RPC et il faisait partie de ceux qui s'opposaient aux méthodes de Jeff Fada et de Kourou Moussa. Puisque par la suite, en 2007, lorsque le gouvernement a décidé de procéder suite aux accords politiques de Ouagadougou, de procéder au démantèlement, à la démobilisation, à la réinsertion des ex-combattants dont nous faisions partie. Nous avions décidé d'un commun accord, différents commandements du GPP, d'exiger
des 3 000 francs qui étaient remis par le programme de ADDR, 3 000 francs qui étaient comme compensation pour le frais de transport des éléments, des ex-combattants qui devaient se rendre à Kouedo, d'exiger une cotisation afin de pouvoir permettre la mobilité des responsables du GPP, pouvoir mener les démarches pour la célérité de notre prise en charge. Et par la suite, cette somme a été détournée par Jeff Ada et ses gangs qui ont été détournés. Donc, les éléments s'en sont plaints et c'est ce qui a accéléré le départ de Moussa Zeguène. Vous avez dit le programme de DDR. Pouvez-vous nous ADDR. expliquer? L'ADDR, c'est l'organisme qui s'occupait de la démobilisation, du démantèlement et de la réinsertion des ex-combattants. Une fois que Boiseau a rejoint le rang du GPP et qu'il en a pris la tête, qu'en était-il de Moussa Touré? Est-ce qu'il est resté au sein du GPP ou bien a-t-il quitté? Peut-être toujours au sein du GPP. Bien que Boiseau soit confirmé à la tête du GPP, n'empêche qu'il y avait toujours des éléments qui lui sont restés fidèles et qui n'avaient pas prêté allégeance à Boiseau. Donc il se reconnaissait toujours en tant qu'élément de Moussa Zeguène, n'avait pas prêté allégeance à Boiseau. Donc il se reconnaissait toujours en tant qu'élément de Moussa Zeguène et non de Boiseau. Vous nous avez parlé tout à l'heure Touré et plus tard pour Boiseau. Oui, c'était le rôle était inhérent au président. Vous nous avez dit que certains éléments sont restés fidèles à Moussa Touré. Est-ce que vous pouvez nous dire les éléments les plus prominents du GPP qui sont restés fidèles à Moussa Touré? Oui, il y a eu le général Jeff Ada, avec un autre commandant qu'on appelait Sengbal, JC. Et toujours avec il y a le commandant aussi d'Agnama, le général Pronto, qui est resté toujours fidèle à tous les égards. Maintenant, une fois que Moussa Touré est devenu le président du GPP, savez-vous avec qui il s'engageait, avec qui il avait une relation au sein du milieu politique? Le GPP, politiquement, était un mouvement qui est né pour soutenir le pouvoir du FPI contre la rébellion. Donc, parce que tout le monde, Moussa Zeguène, était à la tête du GPP, était toujours il recevait l'institution politiquement directement des membres de la Galaxie patriotique, qui est dirigé par M. Charles Blemou. D'accord. Je vais devoir revenir sur les noms que vous nous avez mentionnés.
par rapport aux éléments qui étaient fidèles à Touré Zegen. Donc, le premier que vous avez mentionné, c'était 5 balles. Est-ce que vous pouvez épeler? Saint, S-A-I-N-T, et balle, c'est G-B-A-L-E. Et vous aviez mentionné, non, le reste c'est là, je vois JC et Général Pronto. D'accord. Your Honours, I don't want to take unfair advantage. Maître O'Shea, Monsieur le Président, je ne voudrais pas profiter des conversations de mes contradicteurs, mais je leur signale que quand ils se parlent, je les entends de ma place. So you're advised. Le Président, vous avez bien compris, je pense, vous avez entendu. Est-ce que vous savez qui a décidé de remplacer Charles Grosguier par Zegen Touré? Cette décision-là a été prise par les membres de la Galaxie patriotique puisque hormis le fait que Charles Grosguier était président du GPP, comme il a dit, il faisait partie aussi des leaders de la jeunesse FPI, donc de la Galaxie patriotique. Donc il y a eu des dissensions entre lui et ces leaders-là, fait qu'il a été remplacé. Et par la suite, même il a connu un état de santé très fragile, il était malade pendant longtemps, il est décédé par la suite. Très bien. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu des bases du GPP. Vous nous avez mentionné le cantonnement à Djamé. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu où est-ce que c'était? À Djamé, le cantonnement à Djamé, c'était au départ, c'était le siège d'une institution, une ONG, Institut Marie-Thérèse Fauboigny, et était réquisitionné sur ordre du général Jeff Fada, afin de servir de base du GPP. Réquisitionné sur ordre du général Jeff Fada, afin de servir de base du GPP. Et par la suite, nous avons été délocalisés. Cet endroit a été occupé par le... D'accord. Cet institut, il y avait combien de jeunes basés à cet institut? Vous avez dit Marie-Thérèse. Ainsi, Marie-Thérèse, on a autour de 800 éléments cantonnés à l'Institut Marie-Thérèse. Et pendant votre cantonnement à l'Institut Marie-Thérèse, est-ce que vous receviez une certaine rémunération? Et nous avions des per diem de 40 000 francs, avec des vivres. Et lorsque nous avions des malades, on avait une fiche de malade qu'on transmettait, on recevait l'autorisation d'aller se faire soigner à l'hôpital militaire d'Abidjan. Et ce montant, vous le receviez de qui? Il y avait une intendance, mais cette somme-là a été réceptionnée par Zegen et Jeff Fada, qui venait de l'état-major pour les vivres, et les sommes d'argent
c'était des gains qui récupéraient de Charles Blé Goudé. Vous nous avez dit, il y a un mot qui manque dans votre réponse, que l'Institut Marie-Thérèse avait été, je pense que vous avez dit, réquisitionné sur ordre de Jeff Fader. Merci. Alors, juste pour être précis, vous nous avez dit que ce 40 000 francs, vous avez mentionné qu'il venait de l'état-major. Pouvez-vous préciser lequel? L'état-major des armées. Lorsque nous étions en cantonnement, on recevait les vivres, les sacs de riz, l'huile, des vivres. Alors, les vivres et les non-vivres, on recevait l'état-major, aussi du pouvoir par le truchement de Charles Blé Goudé et ses collègues de la galaxie patriotique. Parce que, comme je l'ai dit, il y avait deux branches. Le volet militaire était géré par Jeff et le volet politique était géré par Touré Moussa. Monsieur le Président. Maître le titre. Merci, Monsieur le Président. Pardon de vous interrompre. C'est pour la clarté des débats et je crois que vous aviez posé une question à laquelle le témoin avait répondu tout à fait clairement en disant que les vivres venaient de l'état-major. C'est page 14, page 21, ligne 14. Il y avait une intendance, mais c'était cette somme-là était réceptionnée par Zengen et Jeff Pada qui venait de l'état-major pour les vivres. Donc, venait de l'état-major pour les vivres. Et les sommes d'argent, c'était Zengen qui récupérait de Charles Blé Goudé. Donc je crois que là, la réponse était claire. Il y avait d'un côté, et c'est ce que nous a dit le témoin juste après, les vivres, de l'autre, l'argent. Et ensuite, vous lui reposez la question, et je trouve que ça c'est un peu moins clair. Donc, il me semble qu'on peut peut-être s'en tenir à la première réponse qui était, elle, claire. Après, il y a une forme de confusion, si vous voulez, et c'était cela qui m'ennuyait. Merci. On peut toujours demander aux témoins de clarifier les sources. Donc, vous nous avez parlé des vivres et des sommes reçues par les membres du GPP. Vous nous avez mentionné l'état-major des armées et M. Charles Blé Goudé. Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu les sources et les allocations? Alors, si on commence peut-être par les vivres. Les vivres étaient directement remises de l'état-major. Parce que on avait des besoins en vivres et non vivres. C'était pour connaître à quoi que Général Jeff s'adressait. Parce que on avait des besoins en vivres et non vivres. C'était pour connaître à quoi que Général Jeff s'adressait. Et qui par la suite, on recevait les vivres dans notre cantonnement. Et comme je dit, au niveau de l'un de ses adjoints, comme je dit, la galaxie patriotique, s'en chargeait. J'aimerais suivre sur cette réponse pour savoir la source de l'information. Comment savez-vous que Zengen Touré recevait ces montants de M. Charles Blé Goudé? Il y a eu un moment où les éléments se plaignaient souvent du fait de n'avoir pas avoir reçu soit la totalité, mais soit qu'ils se plaignaient de ce que cette somme de ce perdième-là de 40 000 francs était en deçà de ce qui nous était alloué. Il y avait
de la grogne dans nos rangs et qui conduisait à des réunions, formations. Donc, nos responsables confirmaient que c'est cette somme-là qu'ils avaient reçue de nos soutiens, tant militaires que politiques. Et nous faisaient des points au niveau des sommes reçues, au niveau des vivres, voilà, pour ne pas qu'il y ait éviter les palabres dans notre sein. Et c'est suite à ces mouvements de grogne-là, on arrivait à avoir le fin mot. La somme véritable nous était allouée et de qui est-ce que d'où est-ce que provenait aussi. Ces points-là que vous nous dites, qui avait fait le point? Lorsqu'il y avait ces gens de rassemblement, Moussa Zegen était là, avec à ses côtés le général Jeff Fada qui était notre chef d'état-major, un commandant d'escadron. Revenons à la question des bases de votre cantonnement à l'Institut Marie-Thérèse. Vous nous avez mentionné le colonel Sacco. Est-ce que vous l'avez vu à ce cantonnement pendant que vous étiez basé là-bas? Et le colonel Sacco s'est rendu deux fois à la base, souvent pour s'assurer notre bien-être, souvent aussi lorsqu'il y avait, il recevait des échos de certains comportements disciplinés, il venait pour nous rappeler à l'ordre, tout ça. Et vous nous avez dit tout à l'heure que Jeff Fada s'adressait au colonel Sacco lorsqu'il y avait certains besoins. Cette relation avec l'armée, avec le colonel Sacco, combien de temps est-ce que ça a duré? Cette relation a duré jusqu'en 2006, parce que après 2006, on a dû faire profil bas. Donc, ils étaient toujours en contact, mais nos relations avec le pouvoir étaient devenues officieuses. Donc, les cantonnements, c'était encore plus discret, bien qu'il y avait des cantonnements. Mais les relations, on avait perdu certains privilèges, comme les perdièmes, et aussi le fait de pouvoir aller se soigner gratuitement à l'état militaire, aussi de pouvoir prendre le transport public. Est-ce que j'ai bien compris que vous nous dites que vous avez perdu ces privilèges? Oui, parce que on a dit à un moment donné, la presse de l'opposition, la presse internationale, parlait beaucoup des agissements du GPP, de ses liens avec le pouvoir. On a demandé de faire profil bas. On a été délocalisé à une autre base qui était un peu plus écartée, loin de la ville, parce qu'à Djamé, c'était quand même un centre commercial en plein milieu de la ville. Et ça attirait beaucoup l'attention. Et délocalisé. En fait, est-ce que la population à Djamé... Attention. Et délocalisé. En fait, est-ce que la population à Djamé savait que vous étiez cantonné? Oui, la population savait. Est-ce qu'il y avait des réactions de la part Djamé était régi par
un maire qui était du parti de l'opposition, donc qui était hostile à notre cantonnement. Et la population, il y avait une frange de la population, bien entendu, qui était d'accord, mais une certaine frange aussi qui n'était pas d'accord avec notre cantonnement, notre présence en ces lieux. Il y avait aussi certaines exactions de notre part, soit certains éléments qui prenaient les transports privés, qu'on appelait communément les BACA, lorsqu'ils arrivaient à Djamé, ils refusaient de payer parce que le conducteur leur demandait de payer le titre de transport. Il lui disait de le suivre à sa base, il allait arriver là-bas, il allait le payer, il refusait. Bon, ce genre de comportement-là, qui allait manger en dehors du camp, refusait de payer. Donc, bien entendu, il y avait des dissensions avec les de la population. Il y a eu aussi même des affrontements avec les transporteurs. Et donc, qui vous a demandé de garder un profil bas, un bas profil, vous avez dit? C'est nos responsables qui étaient Jeff et Tegen. Ils avaient dit que la décision venait du gouvernement, des pouvoirs politiques, de la communauté internationale, comme il a dit, la presse, si faisait un cas de l'impunité lors des actions, de certaines actions du GPP, qui se prenaient de ce que nous étions soutenus par le pouvoir. Et donc, il y a certains agissements qui pouvaient soit incriminer ou gêner politiquement le pouvoir. Donc, il fallait qu'on fasse profil bas. Alors, l'Institut Marie-Thérèse, combien de temps est-ce que vous étiez cantonné là? Je dis pas les 2 ans, on fait pas les 2 ans, parce que 2 ans. Et par la suite, est-ce que vous avez été cantonné ailleurs? Oui, nous sommes délocalisés par le général, le chef d'état-major, le général Philippe Mangou. Nous avons délocalisé à Yopougon, à Azito. Et où exactement à Yopougon, Azito? Azito. À Yopougon, Azito, c'était... Azito, c'est un village ébrié. Le cantonnement était non loin de la Guinée. Et à Azito même, où exactement est-ce que vous étiez cantonné? Azito, nous étions pas loin du village même d'Azito. Nous étions, bon, après, la zone était, quand nous sommes arrivés, la zone était quand même un peu marécageuse. En fait, les travaux, nous avons réquisitionné les dragues parce qu'il y avait des dragues de sable, une société privée qui faisait le commerce de sable. Donc, nous avons réquisitionné ces dragues-là pour ne pas remblayer et là que nous sommes cantonnés. C'était, bon, là-bas, c'était un cantonnement à l'air libre, il n'y avait pas de clôture et tout ça. Est-ce que ce terrain appartenait à quelqu'un? Lorsqu'on a été délocalisé, le chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou, nous a dit que ce terrain, il fallait qu'on aille là-bas parce que ce terrain était à lui. Et là-bas, au moins, nous étions dans les mains de ses parents, puisqu'il lui aussi est oublié. Donc, ce serait mieux que nous soyons là-bas et retirer de la ville. Ce serait plus approprié pour nous. Et donc,
Une fois que vous étiez cantonné à Azito, quel genre d'activité est-ce que vous aviez mené? On a eu des fouilles dans certaines mosquées, dans certains domiciles, des perquisitions, comme on a dit. Certaines mosquées, dans certaines mosquées, dans certains domiciles, des perquisitions, comme on a dit. Certaines mosquées, 2027, aussi, à la mosquée de la Cité Verte aussi. On recevait des instructions selon lesquelles ces endroits-là pouvaient être d'éventuels caches d'armes. Les rebelles avaient fait entrer des armes à Abidjan, que ces lieux-là pourraient éventuellement être des lieux de cache d'armes. Donc il fallait fouiller, s'assurer de ce qu'il en était vraiment. Cette instruction, elle venait de qui? Elle venait des Zegen, de Jeff. Est-ce que vous savez si Zegen et Jeff avaient reçu cette instruction de quelqu'un? Ces instructions venaient, comme on dit, du pouvoir en place, puisque c'était dans le but d'assurer la sécurité et de l'État et des populations. Parce que s'il y avait vraiment lieu à trouver des armes, c'était une menace de la sécurité nationale. Donc, c'est dans ce cadre-là. Vous avez mentionné deux mosquées, Terminus 27 et Oui, Cité la mosquée de Verte. Terminus 27 et puis la mosquée de la Cité Verte. Durant ces perquisitions, est-ce que vous avez trouvé des armes? Non, nous n'avons pas trouvé. À votre cantonnement à Azito, comment est-ce que vous étiez organisé? Azito, on était organisé de la même manière que lorsqu'on était à Yamé. Il y avait le commandement du camp, il y avait le général Jeff Fada qui était le chef d'état-major. Il y avait son officier permanent, qui était toujours sur place dans le cantonnement. Et il y avait l'intendance, aussi le commandement de l'escadron. Nous avions 4 escadrons, 200 éléments chacun. J'aimerais juste que vous nous clarifiez un terme quand vous dites cantonnement. Est-ce que vous voulez dire que vous viviez sur ce terrain? Oui. Et vous avez dit 4 escadrons de 100? 200. 200 éléments. À part ces éléments à Azito, est-ce qu'à Abidjan, il y avait d'autres éléments du GPP cantonnés dans d'autres communes? Oui, il y avait d'autres éléments dans d'autres communes. D'abord, les éléments du cantonnement n'étaient pas tous, ne vivaient pas tous cela. Il y avait souvent des permissions. Des éléments aussi qui étaient externes, et qui, lorsque besoin se faisait, qui étaient réquisitionnés pour participer à des opérations, à des missions. Il y avait des deux cantonnements pour Belleville, cantonnement dirigé par Jean Chang, son nom Aigny Jean-Claude. C'était le cantonnement d'un autre groupement du GPP qui était le GCLCI, groupement commando pour la libération de la Côte d'Ivoire. Your Honours, can we please know what... Maître Hochet, pourrions-nous, s'il vous plaît,
savoir exactement du moment dont on parle, avoir un cadre temporel. Le président, allez-y, monsieur Deméjian. Alors commençons avec le groupe de Chang, que vous disiez était à Bobo-Belleville. Durant quelle période était-il cantonné à Bobo-Belleville? À partir de 2005. Et pour combien de temps? Pour quelle période de temps? Le cantonnement de Chang est en, je pense que en 2007. 2007, les éléments se sont un peu dispersés à certains. Je pense que en 2007. 2007, les éléments se sont un peu dispersés à certains qui ont rejoint le camp de Yopougon-Sable, d'autres aussi par le cadre des activités qui étaient un peu dispersées. Lorsque nous avons quitté Marie-Thérèse, il y avait différents commandements, les différents commandants, d'autres ont créé des sections. Et au niveau de Cocody, par exemple, c'était Wachaki Djibo qui gérait la section de Cocody, parce qu'on le remplace par Dimi Willy. Et il y a Nyama aussi qui était dirigé par Pronto, Bateau Bouli, à Port-Boué, donc il y a eu différents commandements dans les différentes communes. Alors, on va les prendre un par un pour bien comprendre la période de temps et les individus que vous avez mentionnés. Premier, Chang, vous avez mentionné que c'était Jean-Claude Henny. Est-ce que vous pouvez épeler le nom de famille? Henny, c'est E-G-N-Y. Ensuite, vous avez mentionné le GCLCI. Est-ce que ça, c'est un groupe différent de celui de Chang? Le GCLCI, c'était présidé par Jean Doué, mais c'est Chang qui était chef dans le militaire. GCLCI. Et ce groupe a été créé quand et a existé combien de temps? Le GCLCI a été créé après que nous sommes délocalisés de la Djamé. Le GCLCI. Les anciens éléments là, ont créé des nouvelles sections dans les nouveaux cantonnements, dont Chang, qui était le commandement du GCLI, qui était basé à Bourg. Et différents commandements en fonction des possibilités de ceux qui étaient à la tête. Ils avaient des soutiens financiers aussi. Et il y avait des éléments aussi qui leur étaient soumis, qui organisaient ces cantonnements-là, procédaient aussi à de nouveaux recrutements. Vous avez dit que le GCLCI était présidé par Eugène Juet. Pouvez-vous expliquer pour la Chambre qui est Eugène Juet et quel était son rôle vis-à-vis le GCLCI? Eugène Juet était membre de la Glacica. Il avait des liens particuliers avec Chang. Ils sont organisés afin de voir, c'est arrivé un moment, on avait mis cette stratégie-là de pouvoir être présent dans chaque commune à Abidjan pour pouvoir pas d'éventuels conflits à nous sur la rébellion devait arriver à Abidjan. Il fallait qu'on ait des bases déjà opérationnelles dans chaque commune. Voilà. C'est cette optique-là qu'il y a différents commandements. Et dans ces... Vous avez mentionné Wachar Kedjebo. Je ne sais pas si son nom a été capté. Est-ce que vous pouvez l'épeler, s'il vous plaît? Ah non, pardon. C'est là. Alors, il a commandé la section à Cocody. Durant quelle période?
quelles années à peu près? La voiture était à Cocody depuis, c'est comme on a dit, les différents commandements étaient créés après 2005. 2005. Parce que, il faut dire que lorsque nous étions à Djamé, nous étions en contentement tous ensemble, mais chacun venait d'une commune bien déterminée. C'est ce qui a valu de créer le commandement en fonction des lieux et résidences familiales des différents membres. Et Wacha Kojibo, qui vient de Cocody, du village de Blocos, a créé son. Et peut-être juste avant la pause, une dernière question. Wachar Kedjebo, c'était qui? Quel était son rôle avant de créer cette unité? Wachar était dans la sympathiotique aussi. Bon, Wachar était dans la sympathiotique aussi. Bon, il a aimé le GPP, donc il a voulu vraiment organiser aussi, pour sa commune aussi organiser les jeunes aussi. Le groupe que vous nous décrivez maintenant, est-ce qu'ils faisaient tous partie du GPP? Oui, oui. Your Honors, would this be an appropriate time? Monsieur de Médios, pensez-vous que nous pourrions faire la pause? Le président, oui. Monsieur le témoin, nous allons faire la pause, une pause d'une demi-heure. Vous pourrez vous reposer. Et donc nous reprendrons à 11h30.